bonjour, je suis Armel Gaulm, je suis illustrateur et je suis là pour parler notamment des carnets Lovecraft pour Sci Fantasy aujourd'hui. Sur mon parcours, j'ai commencé à dessiner comme n'importe quel enfant, je dirais. D'ailleurs, la question qu'on pose souvent, c'est à quel âge vous avez commencé à dessiner? Et en fait, je trouve que c'est pas une question pertinente. Pour moi, la question, c'est plutôt à quel âge j'ai pas décidé d'arrêter, quoi. J'ai continué finalement de dessiner. Et donc voilà, donc, comme n'importe quel enfant, j'ai dessiné. Et puis, je dirais que, en fait, au début, on dessine un peu sans enjeu, quoi. On dessine parce qu'on a envie de dessiner, enfin, on a envie de faire, on a envie de représenter des trucs. Si ça ressemble à des trucs bizarres, on n'en sait rien, c'est pas grave. Puis à un moment donné, où, avec l'envie de faire quelque chose avec le dessin, il commence à y avoir des enjeux, là ça devient une autre histoire, une autre paire de manches. Et c'est là justement qu'on peut arrêter. Et je sais pas, j'ai pas arrêté parce que justement j'avais envie de faire mieux que toutes les fois précédentes. Je me disais, bon, c'est pas terrible, mais pas d'un niveau pas terrible qui me donnerait envie d'arrêter tout court, mais juste un niveau pas terrible qui me dit, c'est pas encore ça, mais je peux peut-être y arriver, je peux peut-être l'atteindre. Et donc j'ai fait une école d'art graphique après le bac, tout simplement, qui était une école qui était très axée dessin, académique, puisque c'était une école héritée du 19e siècle, qui s'appelait l'Académie Julian au 19e. Et j'ai enseigné là-bas ensuite pendant 10 ans d'ailleurs. Et donc j'ai appris les bases du dessin d'observation, puisque mon dessin venait surtout du dessin d'imitation, on va dire, d'emprunt, où j'avais grandi avec des illustrations, des bandes dessinées, des trucs comme ça, et puis forcément ça nourrit. Moi j'ai été nourri de, je sais pas, Tintin évidemment, que je considère comme étant toujours le sommet pour moi de la BD, Spirou et Fantasio de Franquin, et puis pas mal d'autres BD finalement franco-belges de l'époque. Je lisais pas du tout de manga, ça n'existait pas vraiment, je suis né en 81, donc il n'y en avait pas vraiment qui, à mon âge d'enfant, qui auraient pu être intéressés par ça. Et puis je lisais pas de comics non plus, il y avait Strange je crois, mais je suis même pas sûr que ça existait encore quand j'avais l'âge. Et donc surtout de la franco-belge, et puis à partir de là, de l'illustration, notamment du concept art. J'avais découvert des bouquins Art of Star Wars dans une librairie pas très loin de là où travaillait mon père. Et donc, je sais pas, j'avais supplié de me laisser prendre un peu de fric, d'emprunter à mes parents pour m'acheter les 3 livres sur la guerre d'étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et puis, j'ai commencé à dessiner à partir de là, en fait. À dessiner, à avoir vraiment envie de broder, de tisser je sais pas, des univers. Et puis ensuite, à l'adolescence, j'ai écrit un bouquin pour moi, c'était un peu idiot. C'était un livre qui a fini par faire plus de 1000 pages, hein, vraiment n'importe quoi. Très inspiré par le Seigneur des Anneaux. J'avais vu des livres avec des dessins du Seigneur des Anneaux, mais je voulais pas lire le livre. Je pensais que c'était surfait, je pensais qu'on en parlait trop, quoi. Et donc j'ai fait mon propre truc, qui est pas bon, hein, mais en fait j'ai eu besoin de dessiner pour m'aider à l'écriture. Et donc voilà. Et puis ensuite, j'ai fait mes études. En sortant, je suis devenu illustrateur dans l'édition, j'ai fait de l'édition jeunesse. À partir de là, j'ai fait de l'édition, j'ai fait plein de trucs en fait. J'ai fait des dessins pour la publicité, un peu pour le cinéma, pour l'animation. Et je suis revenu à l'édition avec un projet totalement personnel, parce que j'avais passé beaucoup de temps justement à faire des petits projets dans la post-production, des dessins pour la publicité notamment, où en fait on est amené à changer de style pour chaque projet. Les projets sont courts, hein, parce que ça dure quelques mois, et je ressentais le besoin de développer quelque chose de plus personnel, de retourner à quelque chose qui m'avait donné envie de dessiner au départ. Et donc j'ai décidé d'illustrer L'homme qui voulut être roi de Rudyard Kipling, et qui ensuite a été édité par les éditions Corrette. Et à un moment donné, j'ai senti que le projet touchait à sa fin, quoi. C'est-à-dire que le livre fait 50 pages en édition poche. J'ai dessiné pendant presque 10 ans là-dessus. J'ai fait un carnet de 100 pages de croquis dessus, donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et donc je suis revenu à un projet que j'avais développé quand j'étais étudiant, qui était la même idée, un carnet de voyage littéraire, donc ce que j'avais fait pour Kipling, et je suis revenu à la version que j'avais entamée étudiant, qui était sur Lovecraft. Et donc c'était le cauchemar d'Innsmouth que j'avais fait quand j'étais étudiant, et puis là j'ai décidé de reprendre pour passer à autre chose après Kipling,
et en même temps rester dans la même veine. Et donc j'ai fait Dagon pour moi-même, La Cité sans nom pour moi-même également, et puis ensuite Brajlon a été intéressé, et puis on a développé le reste, quoi. Et mes premières années dans le boulot, en fait, je suis sorti diplômé, j'avais encore 21 ans. J'allais avoir 22, hein, mais donc je suis sorti quand même assez tôt, et je me sentais pas trop prêt pour le monde du travail, on va dire. Et en fait, très vite, je me suis retrouvé à faire des illustrations pour des livres jeunesse. C'était pas prévu, j'accompagnais un copain pour un salon du livre, et puis en fait, j'ai été contacté par une éditrice qui s'occupait la division jeunesse d'une maison d'édition consacrée plutôt aux livres d'art, qui s'appelait Adam Biro Jeunesse. Et c'était génial, c'était dans des locaux improbables, dans le Marais. On avait l'impression que l'immeuble allait s'effriter si on passait le doigt dessus sur les murs. Carrément. Ouais, l'escalier, on avait l'impression qu'il allait tomber avec nous, quoi. Enfin, et Adam Biro était un homme d'un certain âge, hongrois, qui portait une chapka. Enfin, c'était vraiment... c'était pittoresque, quoi. Et j'ai adoré travailler avec l'éditrice qui s'appelle Maëlys de Kerangal, et qui ensuite s'est consacrée uniquement à sa carrière de romancière. Elle a même pas mal de romans qui ont été adaptés au cinéma. Elle a gagné pas mal de prix. Et ouais, j'ai vraiment adoré travailler avec elle. Et on a fait je sais pas, 6 ou 7 livres ensemble, je dirais. Et à un moment donné, donc, quand elle a arrêté, ça a été difficile pour moi de passer chez d'autres éditeurs. J'ai essayé, mais je ne retrouvais pas du tout la même ambiance. Les rapports avec les auteurs étaient différents également. Enfin, il y a plein de trucs qui me convenaient pas, en fait. Ça manquait de bâtiments délabrés. Ouais, ça manquait du charme de cet immeuble qui s'effondre. Et aussi, ça manquait pour moi je sais pas, d'envie un peu irréfléchie, enfin spontanée. Je ne saurais pas comment dire, je vais essayer d'expliquer, mais par exemple, j'avais fait une image dans un de ces livres jeunesse avec Maëlys, qui était dans mon premier livre. Donc j'avais à peine 22 ans, quoi. Et en fait, j'ai été contacté par plusieurs éditeurs qui voulaient des images qui ressemblaient à celle-là pour des couvertures de livres, des choses comme ça. Donc j'en ai fait pour Albin Michel. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai 22 ans, j'ai pas envie de refaire 10 000 fois la même image. Enfin, c'est pas rigolo, quoi. Et donc j'ai fini par laisser tomber l'édition. Et c'est là que j'ai été contacté par des copains. Enfin, ça tombait bien. Il avait été question que je travaille à un moment donné pour des studios d'animation aux États-Unis. Puis, ou en Angleterre, ça s'était mal goupillé. C'était pas possible. En fait, j'allais avoir mon fils allait naître. Enfin, c'était vraiment pas un bon moment pour partir, quoi. J'avais pas envie. Et finalement, j'ai des copains qui m'ont contacté pour faire du design pour des décors et des costumes. Et j'ai commencé comme ça, à travailler pour une boîte de post-production. Puis j'ai adoré, j'ai trouvé ça vachement sympa. C'est-à-dire que pour la première fois, en plus, depuis Maëlys, je retrouvais des gens qui avaient l'air contents de ce que je faisais. Alors qu'après l'expérience avec Maëlys de Kerangal, les auteurs et les éditeurs ne savaient pas trop quoi faire de moi. Et en fait, je crois qu'ils aimaient pas trop. Ils ne retrouvaient pas ce qu'ils attendaient. Ils projetaient des trucs qui n'étaient pas ce que je faisais. Et là, quand j'ai commencé à travailler dans la post-production, bah, je sais pas, ils étaient contents. Donc ça changeait beaucoup de choses, quoi. Alors j'ai découvert Lovecraft grâce à une amie qui était pas mal plus âgée que moi et qui m'avait dit ouais, toi avec les trucs que tu dessines et tout, je sais pas, tu devrais lire Lovecraft, quoi. Et j'avais jamais lu Lovecraft. J'étais à fond dans Philippe K. Dick à l'époque. J'avais à peu près tout lu de ce qu'il y avait de lui. Et donc j'avais pas lu de Lovecraft. En revanche, je pense que j'avais été sensibilisé à tout cet univers-là à mort par les films de John Carpenter. Moi, j'ai grandi avec les films de Carpenter. Enfin, de toute façon, c'était la période de Joe Dante, Carpenter, Verhoeven, Spielberg, Lucas, enfin, Coppola. Enfin, tout ça pour moi, c'était mon univers imaginaire, quoi. Et donc,
Elle me conseille de lire Lovecraft, donc je sais pas, je suis allé chez Gibert, j'ai acheté un Lovecraft. À l'époque, chez Gibert, il y avait 2 types de prix d'occasion. Enfin, il y avait le prix normal, neuf, et deux types de prix d'occasion. Il y avait le rouge et le noir. Le noir était pas trop cher, mais le rouge était souvent en moins bon état, c'était vraiment pas cher. Donc j'achète un qui était rouge, quoi. Et c'était le Cauchemar d'Innsmouth. Et en fait, bon, il y avait d'autres nouvelles avec, hein, mais voilà, j'ai lu ça, j'ai totalement adoré. J'ai beaucoup aimé plusieurs choses. Je retrouvais une ambiance très forte, c'est-à-dire un vrai écrivain d'atmosphère. Et ça me plaît beaucoup. Je retrouvais un petit peu la même chose que, je sais pas, on pourrait avoir même dans Sherlock Holmes, il y a un petit truc un peu comme ça. J'étais moins intéressé à la limite par les scènes d'action, enfin que je trouvais tout à fait intéressantes, mais l'ambiance, l'atmosphère était vraiment géniale. Et ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était le glissement tout à fait progressif dans le fantastique. C'est-à-dire qu'on part, je ne sais plus s'il part de Boston au départ, je ne sais plus, en tout cas il part d'une ville authentique, et puis il doit faire un changement de train pour aller à Newburyport, je crois, et puis bon, finalement il rate son train, donc il est obligé de prendre un bus. Ah, ce bus c'est pas terrible, faut mieux l'éviter parce qu'il vous emmène sur la côte, c'est pas top, hein, on n'aime pas trop y aller. Et donc il prend le bus et puis il va sur la côte, et puis là il arrive dans un village un peu de créatures dégénérées, quoi. Enfin il y a un truc un peu délivrance, quoi, en plus. Moi ça me parlait vachement, le côté délivrance, ce côté horreur rural, il y a un truc comme ça. Enfin, et dans le village de pêcheurs, en plus il y avait un truc que je trouvais vachement bien. Et donc ça m'a beaucoup plu, et puis à partir de là, j'ai décidé d'en lire d'autres. Et c'est vrai que j'avais fait tout de suite un carnet qui était moins un pur carnet de croquis sur le Cauchemar d'Innsmouth, mais plus une espèce de dossier, comme on aurait un petit dossier, je sais pas, dans X-Files, il y a Mulder qui va retirer la petite ficelle qui ferme le dossier, et puis alors dedans on a des photos, on a des objets, on a un peu comme un herbier, quoi, il y a un truc comme ça. Et donc j'avais même fait le ticket de bus, et fabriqué des trucs comme ça. Et voilà, et puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté à un moment donné, mais en tout cas j'ai adoré cette nouvelle. Et puis j'ai lu d'autres nouvelles que j'ai pas forcément illustrées, mais je les ai lues en grande quantité. Mon approche n'est effectivement pas une vision cinématographique de l'univers Lovecraftien, à la différence de François Baranger. D'ailleurs, finalement, il y a eu très peu d'adaptations de véritables nouvelles de Lovecraft. Il y en a peu, qui ne sont pas forcément toutes géniales d'ailleurs. Et je pense que François Baranger apporte quelque chose que justement le cinéma n'a pas été capable de donner. Je vois par exemple ces montagnes hallucinées. On a vraiment l'impression quasiment de voir des plans de cinéma, et le cinéma bizarrement n'a pas été fichu de le faire. Donc lui il a fait ça. Moi c'est complètement différent, c'est vrai que en fait j'aime le carnet, j'aime le dessin d'observation. Une autre partie de mon travail c'est d'enseigner le dessin d'observation, le croquis de modèles vivants notamment. Et donc forcément je pense que l'approche est un peu différente. J'ai envie de dessiner finalement du Lovecraft comme... j'ai toujours dans mon sac des petits carnets avec des croquis que je fais des gens dans le train, dans le métro, un bout d'immeuble ou un truc comme ça, et j'ai envie de dessiner Lovecraft de la même manière. Comme si j'y avais été, mais à un niveau, avec un niveau des yeux qui est à hauteur de quelqu'un d'assis ou debout. Dans une approche plus cinématographique, on va multiplier les plans, on va avoir des plans même vus d'avion, on va avoir des plans contre-plongée, on va avoir des vues très, très panoramiques. C'est pas du tout mon approche. J'ai envie que ça reste comme je dessine finalement des modèles qui viennent poser à l'atelier, comme je dessinerais des objets dans un musée, avec ce côté archiviste et encyclopédique qui moi m'intéresse. Qui m'intéresse depuis tout petit. Hein. Quand j'étais gamin, en 89, donc j'avais 8 ans, j'ai vu Indiana Jones et la dernière croisade. C'est peut-être pas ce que je préfère des Indiana Jones, mais en tout cas il y avait le carnet du professeur Jones, de Sean Connery, dans lequel il a compilé plein de choses. Il a dessiné tous les indices, tous les éléments qui lui permettent éventuellement de retrouver la trace du Saint Graal.
Et moi, c'est vrai que ce petit carnet, il me faisait complètement fantasmer. À la limite, le Graal, à la fin, je m'en fous un peu, mais le carnet avec toutes les indications, avec toutes les notes manuscrites, tous les petits croquis, tout ça, j'adorais. Et donc c'est quelque chose qui est toujours resté. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'étais étudiant, j'ai fait déjà un peu cette approche-là, puis que j'ai continué avec Kipling, et puis ensuite Lovecraft. Pour moi, il y a un truc naturel, qui se rapproche d'ailleurs du travail que je peux faire quand je fais du design pour de l'animation. J'ai même fait du design pour de la bande dessinée, ce qui n'est pas un métier très, très répandu. Souvent, le dessinateur de la bande dessinée fait aussi la phase de conception visuelle. Et moi, j'ai fait du design pour de la BD, donc c'est pareil, c'est faire des recherches de costumes, de décors, de créatures, de plantes. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai envie d'être un peu comme un naturaliste. J'adorerais être comme le personnage joué par Paul Bettany dans Master and Commander, le film de Peter Weir que j'adore, quand il va au Galapagos, là, il ramasse des trucs, il prend une petite salamandre, je sais pas, un petit oiseau dans une cage, enfin, je trouve ça merveilleux. C'est ce que j'adore, c'est comme regarder les carnets, les grands portfolios de l'expédition d'Égypte, ou les dessins de Frederick Catherwood sur les Mayas, les dessins de David Roberts encore sur l'Égypte, de Karl Bodmer sur les Indiens d'Amérique du Nord, enfin, moi ça me fait complètement rêver. Et ça vient d'ailleurs, je pense, de mon enfance, là aussi. Mon père étant ethnologue, on avait beaucoup de livres sur la sculpture africaine, sur les costumes, sur les costumes de cérémonie, sur les objets en fait, toutes sortes d'objets. On allait beaucoup au musée de l'Homme, qui était dans son ancienne version, qui était très très ethnographique, avec des petites maquettes de villages, je sais pas, de petits villages dans la forêt amazonienne. Enfin, je trouvais ça génial, des petites maquettes. On retrouve un peu la même chose au musée Carnavalet sur Paris. Et tout ce côté-là me faisait complètement rêver. C'est-à-dire que ça me transportait. C'est pour ça que j'aimais Tintin, c'est pour ça que j'aimais Spirou, parce que je voyageais en fait avec tout ça. Et voilà, donc on avait beaucoup de livres à la maison, beaucoup de BD, beaucoup de livres d'art, beaucoup de livres d'ethnologie. Ma mère étant journaliste, on avait tout ça aussi à la maison. Et donc ça m'a nourri, je pense. Et ça a nourri ce côté un peu encyclopédique. Voilà. J'ai lu les mangas de Watanabe, je les ai tous à la maison. Et je les avais même achetés en anglais chez Dark Horse, en petite édition moche. Les éditions françaises sont quand même beaucoup plus belles. En fait, la première fois que je suis tombé sur le manga de Watanabe, c'était le recueil avec le Molosse, le Temple et je sais plus quoi. Enfin, il y en avait 3. Et en voyant ça, La Cité sans nom. En voyant ça, j'avais déjà commencé à faire les dessins sur Lovecraft, après Kipling. En fait, entre Kipling et Lovecraft, à un moment donné, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, si je faisais une sorte de bande dessinée humoristique sur Lovecraft, sur la vie de Lovecraft. Un peu comme une bande dessinée qui s'appelle Wilson, de Daniel Close, pardon. Et qui est très marrante. Et je me dis, Lovecraft a une vie quand même un peu atypique, c'est un personnage en couleur. Et donc bon, finalement je me dis non, j'ai pas envie de faire de la BD, ça m'intéresse pas. Donc je fais Lovecraft, je commence ça avec une espèce d'enthousiasme, je suis ravi quoi. Et puis là je vais chez Album et puis je découvre le manga de Watanabe et j'ai été effondré, je me suis dit mais non mais c'est... En fait le mec il a tout compris, il n'y a plus rien à faire, j'ai à peine commencé, c'est foutu, faut que j'arrête. Et non mais d'abord j'étais étonné, je me suis dit mais c'est incroyable, finalement c'est un dessinateur japonais qui adapte le mieux Lovecraft d'une certaine manière. Donc non, j'aime bien. Alors est-ce que je peux dire aussi ce que j'aime moins ? Bien sûr. Ouais. Alors ce que j'aime pas. Non, je trouve que les personnages sont toujours les mêmes. Je trouve que les yeux de profil sont bizarres. Il y a une espèce de profondeur de la pupille par rapport à l'iris que je trouve très gênante. Je pense qu'il y a un moment donné, c'est pas qu'on en a fait le tour, mais bon, on voit un peu ce qu'il en est. Donc il y a toujours un risque en fait de la répétition, même chez Lovecraft de manière générale d'ailleurs. Et je pense que là, il est entré dans un cycle un peu industriel de production de mangas qui finissent par... Enfin, je les ai tous achetés, mais finalement les derniers, je suis même pas sûr de les avoir vraiment ouverts, ou lus en tout cas pas jusqu'au bout. Mais
Et puis pour certaines choses, justement, on voit qu'il est japonais, on voit qu'il n'est pas américain. Notamment sur l'architecture. Alors, l'architecture dans Cauchemar d'Innsmouth, c'est pas du tout de l'architecture de Nouvelle-Angleterre. Enfin, c'est pas du tout des maisons comme ça. Enfin, on dirait que c'est en, je sais pas, en Mittel Europa, quoi. C'est pas du tout. Pour le coup, quand je sais pas, je veux pas du tout dire que j'ai bien réussi les choses, mais quand j'ai fait le festival, notamment, en fait, j'ai passé un temps de dingue à chercher des références sur des maisons de style colonial de la Nouvelle-Angleterre, telles qu'on pouvait encore en trouver d'ailleurs dans les années 20. Donc j'ai cherché beaucoup sur eBay, par exemple, des gens qui vendaient des vieilles cartes postales, où vous voyez des maisons comme ça. J'ai fait des recherches avec une édition annotée de Lovecraft, qui essayait d'identifier à peu près les villes imaginaires. Et donc j'ai cherché quelle pouvait être en fait telle ou telle maison en allant chercher les équivalents à Marblehead ou d'autres villes comme ça pour m'inspirer. Parce que je voulais que les choses aient l'air authentiques. Voilà, donc ça c'est un truc où je sens qu'il y a un petit décalage justement, il est dans une espèce d'Amérique qui n'existe pas. Alors que ce qui m'intéresse justement dans Lovecraft, c'est qu'on part d'une Amérique qui est vraiment qui est réelle, quoi. Enfin, le bus, dans le Cauchemar d'Innsmouth, on l'imagine très bien, le quai où il va prendre le train, on l'imagine très bien. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et c'est pas, je vois pas comme ça en tout cas. En fait, tout le sel d'une adaptation de Lovecraft, c'est de représenter ce qui est innommable et indicible. Ça, c'est sûr. Moi, d'ailleurs, ça ne m'intéresserait pas tellement de dessiner beaucoup de créatures, de monstres. Je l'ai fait un tout petit peu, une dans le festival et une dans le... Dans le Molosse. Oui, mais dans le Molosse, il y a plusieurs versions, en fait. Il y a plusieurs itérations quasiment de ce Molosse, donc à la limite, on ne sait pas tellement. Dans Les rats dans les murs, il y a une espèce de dissection d'un rat qui devient autre chose, qui devient un truc bizarre, qui, je trouve, pour moi, enfin, de ce que j'ai fait, ce que j'ai fait de mieux pour moi dans le genre créature Lovecraftienne. Parce que justement, c'est pas trop ce qu'on voit. Parce qu'il n'y a même pas vraiment de rats en fait dans Les rats dans les murs. Et donc, je l'ai fait un petit peu aussi dans La Cité sans nom. En tout cas, j'ai moins aimé le faire. Mais moi, je pense que même de toute façon, c'est une vue plus large sur l'illustration en général. Je pense que l'illustration trahit un petit peu les œuvres quand même. C'est un type que je cite à chaque fois, qui est Jeffrey Jones, qui était un illustrateur américain très prolifique dans les années 70, et qui a travaillé avec Bernie Wrightson, avec Barry Windsor Smith et Kaluta, et qui disait que l'illustration pour lui avait un côté un peu amoral, c'est-à-dire que ça vient s'interposer entre le lecteur et l'auteur. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas, j'ai réfléchi comme ça. Si on a un livre avec des illustrations, avec des images, bon bah si c'est un roman illustré, il y a forcément une page de texte quelque part et puis une page avec une image quelque part. Soit l'image elle est avant dans le livre, auquel cas on a déjà vu une interprétation de ce qu'on n'a pas encore lu. Si l'image elle est face au texte qui est censé être illustré, sur la même double page, l'image a un côté instantané, on a déjà là aussi l'image avant d'avoir lu, et donc ça fausse notre imaginaire d'une certaine manière. Quelqu'un nous a déjà imposé quelque chose. Et en revanche, si par un curieux hasard, ce qu'on évite de faire, mais ça peut quand même arriver, l'image se situe après, on a lu un texte, on s'est fait une idée, puis voilà que quelqu'un débarque, et puis il a sa propre idée, il dit « Ah non, mais la version que tu as vue, tu t'es fait dans ta tête, c'est pas ça. Hein. Moi je te dis, c'est comme ça, et c'est pas autrement. » Et il y a un truc bizarre, c'est un truc bizarre de l'illustration. Moi j'adore ça, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est bizarre. Donc de toute façon, c'est bizarre. Et que ce soit plus indicible ou plus ou moins indicible, ça change pas grand-chose. De toute façon, il y a un truc un peu de la nature, ouais, d'une trahison quasiment, d'une appropriation, en tout cas de l'imaginaire de quelqu'un. Alors avant de faire les dessins pour un livre, pour un carnet, surtout avec cette dimension encyclopédique, il y a beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, les dessins dépendront de cette recherche.
je passe un temps de dingue à collecter des images, que ce soit dans des livres ou sur Internet. Enfin, je commence à avoir savoir un petit peu où chercher. Et je collecte un nombre incalculable de sources après avoir lu le livre. En fait, je lis le livre une première fois. Souvent, je l'ai déjà lu avant, hein, mais je le relis et je souligne, j'écris dans les livres. Moi, c'est pas bien, hein, mais je surligne des trucs, je fais des petits crobards dans les marges. Et à partir de là, je vois un petit peu ce dont j'aurais besoin. Par exemple, je sais pas, dans le festival, je vois qu'il y a un moment donné, il arrive dans une ville et puis il décrit un peu les maisons. Donc, je vais avoir besoin de faire des recherches sur les maisons, sur les écriteaux, sur les cheminées, sur les toitures, sur toutes ces choses-là. Dans la cité sans nom, c'est des ruines dans le désert. Je voulais éviter c'est pas le piège, mais le cliché Petra, ruine nabatéenne. Mais en fait, c'était impossible. Je voulais me concentrer plutôt sur des ruines en Arabie Saoudite, mais bon, il y en a, je sais pas, il y a 2 bouts de cailloux quand à Petra, il y en a des centaines, quoi. Enfin, et donc, forcément, en fait, c'est un peu de l'orgueil de vouloir se séparer de Petra, quoi. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Donc, toutes ces recherches, je les fais vraiment en amont. De là va découler l'envie de dessiner. Mais finalement, quand je dessine, je regarde très peu les images. Ou alors, vraiment ponctuellement, si j'ai besoin d'un détail, je sais pas, d'une petite corniche, d'un petit machin, je vais regarder, corniche d'un temple romain, enfin. Mais sinon, j'essaie de pas trop les regarder. Il y aura des petits bouts, peut-être qu'on va retrouver un peu. C'est un peu du dessin de Frankenstein, quoi. Des petits bouts colmatés les uns aux autres, cousus, à partir de plein de sources différentes. Mais en revanche, je ne vais pas. Je suis incapable de recopier de la photo. Je sais pas faire. Autant dessiner des gens, des choses qui sont devant moi, je crois que j'y arrive pas si mal. Mais recopier de la photo, je n'y arrive pas. La conversion de la 3D en 2D, c'est un truc que j'arrive à faire. Mais convertir de la 2D en 2D, je sais pas faire. Et donc, aucun des objets dans les carnets n'existe réellement. Il faut qu'ils aient l'air plausibles. Donc pour qu'ils aient l'air plausibles, il faut que forcément je me sois inspiré de choses réelles. Mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est vraiment un gros travail de recherche en amont que finalement je vais laisser un peu reposer. Et comme au fond d'une rivière, quoi. Et quand l'eau est redevenue suffisamment limpide, là je peux y aller. Et tant que c'est encore un peu trouble, je commence pas. Et je me pose souvent la question d'ailleurs de à quoi ça ressemblerait si je m'étais forcé à le faire avant. Donc ça prend du temps et parfois c'est un peu embêtant. Hein. Sur le festival par exemple, c'était une nouvelle que je voulais illustrer depuis le début. Puis on me dit tiens on va peut-être faire le festival. Donc j'étais fou de joie. Et je relis le festival, je trouve rien à dessiner, mais un truc de dingue, vraiment rien. Et il a fallu que quelqu'un me parle d'une église troglodyte qui s'appelle Optère pour que les choses viennent, en fait. C'est parti de là. Et je me demande à quoi ressemblerait ce carnet si j'avais pas attendu ça et si je m'étais quand même forcé à produire quelque chose alors que l'eau n'était pas encore redevenue limpide. Je sais pas du tout à quoi ça ressemblerait. Ça serait sans doute très différent. Et c'est ça qui est rigolo d'ailleurs. Mais j'ai besoin d'attendre que les choses soient suffisamment digérées. J'ai plusieurs récits préférés de Lovecraft pour plusieurs types de récits. Je pense que pour ce qui est de même presque la poésie, moi je suis pas tellement branché les contrées du rêve, mais j'aime beaucoup une nouvelle qui s'appelle Night Ocean, qu'il a écrite avec Robert Barlow, qui décrit une station balnéaire en fin de saison, genre début septembre. Il commence à y avoir du vent, un peu d'orage, il n'y a plus personne en ville. Je trouve que l'ambiance est absolument géniale. Il se passe presque rien, mais c'est vraiment une nouvelle que j'adore. Ensuite, sur le côté rural maudit, j'adore l'abomination de Dunwich, qui s'appelle aussi l'horreur à Dunwich, je crois, et le cauchemar d'Innsmouth, qui reste un de mes préférés. Ensuite, dans le côté plus épique, j'aime beaucoup les montagnes hallucinées,
Et sinon, dans la simplicité, on va dire de l'horreur rurale, encore une fois, j'aime énormément La couleur tombée du ciel, qui pour moi d'ailleurs rentre aussi dans cette catégorie des nouvelles que j'aime pour leur titre. Je trouve qu'il y a des très beaux titres de nouvelles de Lovecraft. Et notamment La couleur tombée du ciel est un très beau titre, Celui qui chuchotait dans les ténèbres est un très beau titre. Il y a énormément de très beaux titres. Night Ocean est un très beau titre. Et sinon, dans les textes plus courts que j'adore, en fait ceux des carnets Lovecraft, moi je les adore. Dagon, c'est vraiment une de celles qui me parle le plus, parce qu'il y a déjà tout ce qui va être ensuite l'univers, je sais pas comment on peut dire, cthulhien de Lovecraft. Le festival, j'aime énormément l'atmosphère, un peu ce côté conte de Noël Lovecraftien. Et le Molosse, qui est une nouvelle que j'avais pas vraiment relue avant de l'adapter, et que j'ai redécouverte à cette occasion, et que vraiment je trouve très riche, on a envie de tout dessiner là-dedans. Il y a plein de trucs à faire. Alors, dans les projets que j'ai soit en cours, soit en cours dans ma tête, et dont j'aimerais un jour qu'ils prennent réellement forme, premièrement, en fait, un livre assez différent, l'adaptation d'un recueil de poésie gentiment érotique du début du XXe siècle, dans un style un peu gréco-romain. Ensuite, je travaille déjà depuis un moment, en tout cas, je commence à faire des recherches et à voir où ça peut m'emmener et quelle forme ça peut prendre. Une adaptation d'un texte de H.G. Wells, que j'adore, mais je ne dis pas le titre. Et je rêverais aussi de faire Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, parce que voilà, j'ai grandi avec Apocalypse Now et que ça me fait rêver. Et également une nouvelle je crois que c'est Matthew Lewis, qui s'appelle Le Moine. Non, c'est pas une nouvelle, qu'est-ce que je dis ? Le roman Le Moine, qui est considéré comme étant le premier roman gothique, qui est un roman qui a été publié, je crois, en 1794-95, et qui se passe dans un monastère à Madrid, à la fin du XVIIIe siècle, et qui implique des histoires de damnation, de cession de son âme au diable, enfin de choses comme ça. Tout ce qu'on aime. Ouais, tout ce que j'adore. Et puis en plus de ça, c'est vrai que le fantastique ibère, le fantastique espagnol, avec l'architecture espagnole, c'est pas un truc qui est très couvert par l'imaginaire fantastique, de manière générale. J'avais constaté quand j'ai fait du design de bande dessinée, il fallait que je fasse du design pour un univers de fantasy. Donc forcément, les influences de base pour des châteaux et tout, ça va être le bourg allemand, le gros château, quoi, le gros château fort. Et sur les maisons, ça va être les maisons à pans de bois, enfin, très Brie dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Et justement, je voulais faire quelque chose de différent, donc je m'étais intéressé à l'architecture qui s'appelle l'architecture manuelienne, qui est l'architecture gothique portugaise et espagnole, et sur l'architecture rurale espagnole. Enfin, il y a plein de choses vachement bien qui finalement ne sont pas tellement exploitées. Même à la limite, l'architecture paysanne toscane n'est pas très utilisée en design de fantasy, alors qu'en fait ça peut être vachement intéressant. On peut aussi sortir du château un peu à la pierre-fond, un petit peu qu'on connaît déjà. Une nouvelle que j'adorerais illustrer, mais qui est sans doute pas vraiment illustrable, c'est justement Night Ocean, parce qu'il y a presque rien. Il y a presque rien, et là pour le coup c'est encore plus dur de dessiner ce presque rien, cette atmosphère pure, que de dessiner l'indicible. D'ailleurs, l'indicible Lovecraftien a été illustré par des tas de gens. J'ai pas Druyev, il y a plein d'illustrateurs qui ont fait des monstres Lovecraftiens qui sont censés être indicibles. Et je trouve ça beaucoup plus difficile de dessiner correctement l'atmosphère d'une station balnéaire des années 20 ou des années 30 à la fin de l'été et début septembre que un monstre avec, je sais pas, 12 tentacules de poulpe, des yeux au bout de petits piquants, enfin tout ça. Et donc ça, je trouvais ça... J'adorerais le faire, mais c'est très difficile. Sinon, j'aimerais bien illustrer le temple. Ah, j'adore le temple, avec cette espèce d'Atlantide.
Et puis l'horreur à Dunwich, que je trouve génial. Les conseils que je pourrais donner à des dessinateurs, enfin des personnes qui voudraient dessiner, ce serait déjà de dessiner. De s'y mettre vraiment, puis c'est sympa de dessiner. C'est une activité qui est agréable et qui est vertueuse. C'est-à-dire que plus on dessine, mieux on dessine, plus on a de plaisir. Donc on est plus performant, c'est très chouette. Donc voilà, c'est essentiellement ça, dessiner, puis avoir du plaisir à le faire, parce que quand on s'ennuie à le faire, ça se voit. Donc il faut dessiner plutôt ce qu'on aime.